Des banques express, des banques express, cela est vraiment, vraiment, vraiment trop étrange. Alors, voyons voir, aujourd'hui, un message de Camille Honnête qui me fait remarquer que les anciens bâtisseurs, ils n'ont déplacé des très gros cailloux, alors que c'est totalement impossible même avec nos moyens modernes de maintenant. Ma petite Camille, tu as entièrement raison. Les mystérieux anciens bâtisseurs ont sûrement dû utiliser la gravitation ou un truc du genre. En tout cas, nous on saurait pas faire, comme va te le confirmer ma copine Julie. Si c'est une image qui représente en fait les moyens qu'on devrait mettre en œuvre aujourd'hui pour déplacer cette pierre de la femme enceinte, cette pierre de plus de 1200 tonnes. Donc en gros, elle devrait être soulevée par une vingtaine de grues. Des grues comme on en voit sur les chantiers. Il en faudrait 20, plus de 20. Je ne sais plus si c'est 20 ou 30 que j'ai compté, je crois que ça doit être... Bon bref, 20 ou 30. En tout cas, c'est énorme. C'est énorme et vous voyez qu'à l'époque, on peut se demander comment à l'époque, il n'avait pas ces grues, quoi. Comment il faisait comment il faisait pour déplacer ces blocs. Comment il faisait pour les hisser à une telle hauteur. Vous imaginez, aujourd'hui, on aurait du mal à soulever ce bloc. Avec nos moyens, soi-disant modernes, on aurait du mal. Donc ça a été mis... Parce qu'il faut savoir aussi que ça a été mis à plus de 7 mètres de haut. Donc comment est-ce qu'ils ont fait à l'époque pour hisser des mégalithes de 1000 tonnes à 7 mètres de hauteur? Vous imaginez? Donc ici aussi, sur le site de Baalbek, cette pierre-là, on l'appelle la pierre de la femme enceinte. Et cette pierre-là est encore plus grosse que les 3 autres. Celle-là, elle fait plus de 1200 tonnes, la pierre de la femme enceinte. Et elle est toujours au niveau de la carrière. Donc là, ils n'ont pas eu le temps ou n'ont pas voulu la mettre en place dans la construction. Ah ouais, bon. Il y a de nombreux problèmes avec cette image. Cette photo, qui est partagée inlassablement par nos amis chercheurs alternatifs, a été prise au Mystery Park, qui est un parc d'attractions imaginé par Eric von Däniken en 2003. La scène est censée nous montrer ce qu'il faudrait aligner comme grue mobile moderne afin d'espérer déplacer le monolithe dit de la femme enceinte, situé dans les carrières de Baalbek, au Liban. On dénombre ici pas moins de 22 grues. Présenté comme ça paraît en effet bien compliqué. Bouger ce monolithe d'environ 1000 tonnes semble donc bien fastidieux, même avec nos moyens modernes. Mais regardons tout ça d'un peu plus près. Si on passe la photo à la moulinette de Google Lens, on voit que les grues en question sont des modèles réduits d'une machine Liebherr modèle LTM 1250 5.1. Un petit tour sur la page du fabricant nous indique que cette grue mobile à 5 essieux est capable de soulever 250 tonnes. Non mais attendez, est-ce qu'on ne se moquerait pas un peu de nous? Alors faisons un calcul simple. Si une grue peut soulever 250 tonnes, il en faudrait seulement 4 pour soulever un bloc de 1000 tonnes, et non 22. De même, 22 fois 250, jusqu'à preuve du contraire, ça fait un total de 5500 tonnes. Il n'y aurait pas de tromperie sur la marchandise, mais ce n'est pas tout. Si l'on consulte les autres machines de Liebherr, on constate que ce modèle n'est pas le plus puissant. Il existe en effet par exemple ce modèle LTM 11200 9.1, capable de lever pas moins de 1200 tonnes. Autrement dit, une seule de ces grues suffirait à lever et déplacer notre grosse pierre. Ainsi, avec nos moyens modernes, on pourrait sans problème déplacer ce gros caillou, contrairement à ce qu'essaie de nous faire croire la mise en scène du Mystery Park. Mais ce n'est pas le seul mensonge de cette photo. En effet, on nous présente ici des engins de levage. Or, il n'est jamais systématiquement nécessaire de soulever un bloc pour le transporter. Dans notre cas par exemple, il suffit de construire une rampe et de le tracter. Cette carrière de Baalbek se trouve à environ 1 km du temple, avec un dénivelé de seulement 10 mètres. Il est donc tout à fait possible de construire une rampe pour transporter les blocs sur un trajet relativement plat. A noter que le monolithe de la femme enceinte n'a jamais été déplacé jusqu'au temple. Les monolithes actuellement en place pèsent chacun dans les 800 tonnes.
contrairement à ce que l'image veut nous faire croire, déplacer des blocs de pierre massifs est tout à fait possible avec nos technologies modernes. Il n'y a ainsi aucun besoin de recourir à des théories farfelues sur des technologies perdues pour expliquer les prouesses architecturales des peuples de l'Antiquité. D'ailleurs, de nombreux exemples démontrent régulièrement notre capacité à déplacer des charges gigantesques. C'est un chantier hors norme déjà de par la taille des ponts que nous remplaçons d'un seul tenant. Ce sont des ponts qui faisaient un peu moins de 500 tonnes que nous avons soulevés et déposés. Et puis ce sont des nouveaux ponts qui pèsent 950 tonnes et plus de 1300 tonnes que nous allons poser. Déplacer les montagnes, l'homme ne sait pas encore faire, mais déplacer un bâtiment tout entier, c'est possible. Et c'est d'ailleurs ce qui a été entrepris à Zurich, en Suisse. Cet ancien bâtiment de bureau en pleine zone industrielle gênait l'extension d'une ligne ferroviaire. Mais plutôt que de le raser, il a été décidé de déplacer de 60 mètres ses 6200 tonnes et 122 ans d'histoire. Il y a 10 mois, les murs de soutien du sous-sol ont été remplacés par des piliers d'acier. Une dalle de béton munie de rails a été coulée sous le bâtiment qui a été placé sur des chariots spéciaux. L'opération de déplacement, notamment grâce à 2 vérins hydrauliques, a duré 2 jours avec une vitesse de 4 mètres à l'heure.的要求以及工地的要求，我们通过步履式的，也是上海首次最大建筑的步履式的，我们能够达到边行走边行转，一次到位。Les crawlers ont pour leur part été conçus spécifiquement pour les lanceurs les plus gigantesques. La NASA en a fabriqué 2 qui sont en activité depuis plus d'un demi-siècle. L'un d'entre eux est aujourd'hui affecté au SLS, tandis que l'autre a un futur un peu plus incertain. En termes d'architecture, on pourrait rapidement les décrire comme une plateforme qui repose sur 4 tanks massifs. L'ensemble fait un peu moins de 3000 tonnes ou la masse d'une petite frégate. Les crawlers sont capables de supporter une charge encore 3 fois supérieure. Une fois qu'on y place une fusée ou une navette spatiale, ainsi que sa tour qui y prend aussi place, on peut donc flirter avec les 10 000 tonnes. C'est énorme et vous voyez qu'à l'époque, on peut se demander comment à l'époque, ils n'avaient pas ces grues, quoi. Comment ils faisaient. C'est depuis cette carrière où nous retrouvons Shaker Radban, que nous allons suivre pas à pas toutes les étapes de la construction du sanctuaire de Baalbek. 3 carrières fournissaient les quantités énormes de pierres nécessaires à la construction de la ville. Celle de Cheikh Abdallah conserve encore plusieurs blocs à la taille inachevée, dont l'énorme mégalithe de plus de 1000 tonnes abandonné sur place, probablement à cause de son poids. Comment les blocs étaient-ils extraits de leurs roches natives ? Pour l'extraction des blocs dans la carrière, on détachait le bloc sur les 4 côtés. Il ne restait qu'un peu d'espace où le bloc était encore accroché à la masse. Et ensuite, bon, avec des moyens de pression, de calage, on pouvait le détacher. Aujourd'hui, on peut encore voir les failles qui étaient creusées à l'aide de pics en métal et qui permettaient d'extraire le bloc. Une fois dégagé, le monolithe était dégrossi sur place et tracté jusqu'à son lieu de pose. Jean-Pierre Adam, architecte au CNRS qui a spécialement étudié le cas de Baalbek, nous livre le résultat de ses recherches. Vous avez vu dans la carrière cette énorme pierre, la pierre du Sud, Hajar el-Koublé, vous avez vu qu'elle était creusée en sa partie inférieure, elle était détachée partiellement de la masse rocheuse.
On pense que ce procédé consistait à libérer la face inférieure pour insérer au fur et à mesure qu'on avançait le creusement des rondins. Si bien que lorsqu'on arrivait à l'extrémité, lorsque le bloc était complètement dégagé, il reposait entièrement sur un système de roulement. À partir de ce moment-là, on avait ménagé, bien entendu, à l'avance une chaussée relativement plane qui allait conduire exactement jusqu'au point de livraison, de mise en place de ce bloc. On ceinturait cette pierre par un système de câbles, de fret, qui était relié aux artifices de traction. Et ensuite, on attelait des hommes dont le travail était aidé par des machines, dont les cabestans et les palans, jusqu'à l'arrivée au lieu de pose. Le cabestan, c'est un autre nom du treuil. On l'appelle cabestan parce que c'est une invention de marine. Les marins, les premiers, ont éprouvé le besoin, pour lever des charges lourdes, lever une ancre, monter les vergues, sur un espace étroit et mouvant, de s'aider de machines. Donc ce sont eux qui ont inventé ces machines extraordinaires que sont le cabestan et la poulie. La poulie réduit les frottements, et le cabestan, c'est un treuil qui, dans la marine, a un axe vertical. Lorsque vous allez puiser l'eau au puits, vous, tous les week-ends pour faire la lessive, vous allez chercher l'eau au puits à l'aide d'un treuil qui n'est autre qu'un cabestan dont l'axe est horizontal. Et les marins qui ont inventé aussi la poulie ont imaginé de multiplier des poulies, l'une étant fixe, l'autre mobile, c'est ce que les ouvriers sur les chantiers appellent le singe, de façon, chaque fois qu'ils ajoutaient une poulie, à doubler la puissance. Lorsqu'en bicyclette, vous changez de pignon, vous allez multiplier vos tours de roue, vos tours de pédale, et en même temps, ce sera beaucoup plus facile d'avancer, de faire progresser votre bicyclette. Cette invention est évidemment prodigieuse, puisque les Grecs, comme les Romains, c'est une invention probablement de marins grecs, peut-être de marins phéniciens, qui est apparue probablement dans le courant du VIe siècle avant Jésus-Christ, donc très tardivement dans l'histoire des civilisations et de l'architecture, et qui a été très vite généralisée dans l'architecture pour faciliter les transports sur les chantiers, aussi bien la traction au sol que la traction verticale pour monter les blocs jusqu'à leur plan de pose. Ces machines, en raison de leur démultiplication, n'avaient qu'une progression extrêmement lente. Pour les actionner, Jean-Pierre Adam estima environ 500 le nombre d'hommes nécessaires. L'effort fourni était évidemment considérable, mais la main-d'œuvre, en grande partie une main-d'œuvre servile, était très abondante. Il y avait très certainement aussi des équipes de relais. Donc point de géants, ni d'extraterrestres pour mettre en place ces monolithes. Pour preuve, les nombreuses traces de traction et de levage encore visibles sur le site, qui témoignent de l'emploi de ces techniques de construction. Shaker Abdan, l'œil averti, nous aide à les repérer. Ici, on distingue les sillons qui permettaient de ceinturer les monolithes avec des cordages. Ailleurs, on peut voir les traces des différents systèmes utilisés dans l'Antiquité grecque et romaine pour saisir les blocs. Le plus ancien est le tenon de bardage, qui permettait de passer les boucles des cordes. Mais cette technique nécessitait de ravaler ces tenons pour finir le travail. L'autre système consistait à utiliser des griffes autoserrantes, qui permettaient de saisir la pierre en la pinçant. L'inconvénient est que ces griffes laissaient apparent de petits trous sur la surface de parement. Le troisième système, de loin le plus utilisé, était la louve. C'est une sorte de pince inversée, encastrée dans la pierre, et qui joue son rôle de serrage sous l'effet du poids pendant le levage. Cet appareil présente l'avantage de se démonter et de ne laisser aucune trace en façade. Chaque étape de la construction, chaque mouvement devait être scrupuleusement planifié à l'avance et le travail rigoureusement organisé. Les pierres étaient découpées et ajustées ensemble au sol,
selon un plan esquissé au préalable. Sur la face supérieure de ce bloc du Trilithon, les archéologues ont retrouvé le croquis gravé du fronton du temple. Tandis que nous essayons de retrouver quelques éléments de ce croquis, précisons qu'il représente exactement grandeur nature l'angle de l'inclinaison de la corniche, la subdivision de l'entablement et la position des modillons. Les différentes parties de la construction étaient marquées de chiffres ou de lettres qui servaient de repères au moment de l'assemblage. D'autres signes distinguaient les différentes entreprises de travaux en activité sur le site. Le travail terminé, l'ouvrier pouvait alors apposer sa signature au revers du bloc, gage de son dur labeur et de sa fierté. Il faut restituer avant Mnis-Si, Zé-O-Ra, Zé-O-Rou, Glyptis, que soit commémoré Zéora, fils de Zéorou, le sculpteur. Tirer avec des cabestans? Vraiment n'importe quoi. C'est absolument impossible. Pour la petite histoire, le plus gros monolithe jamais déplacé par l'homme est la pierre dite tonnerre, qui a servi de socle à une monumentale statue équestre de Pierre le Grand à Saint-Pétersbourg. Son poids est estimé à au moins 1500 tonnes. La pierre se trouvait à l'origine enfoncée d'environ 5 mètres dans un marais. Elle fut sortie à la fin de l'année 1768 à l'aide de leviers, puis fut tirée par des cabestans sur 6 km. Pour le transport fluvial, on utilisa une barque en bois de 54 mètres de long sur 20 de large. La barque fut immergée afin de pouvoir y placer le monolithe sans la déstabiliser. Puis on évida l'eau pour que la barque s'élève sur la rivière, le rocher en son centre. 2 vaisseaux l'escortèrent sur environ 20 km. Le niveau de l'eau du débarcadère étant trop profond, on aménagea des pilotis pour immerger la barque à la bonne profondeur, puis débarquer le rocher. Chers spectateurs, si toi aussi tu as des questions sur des mystères trop étranges, n'hésite pas à me les soumettre en commentaire. À très bientôt pour un nouveau débunk express des mystérieux mystères trop étranges de l'univers.